Je m'appelle Elsa Boyer, donc j'enseigne aux Arts décoratifs de Paris. Je suis à la fois théoricienne mais aussi écrivaine, et c'est dans ce cadre-là que je vais vous parler donc aujourd'hui du thème qui a été choisi pour cette nuit des idées, les proches. Réfléchir aux proches dans le contexte actuel, ça revêt un accent très particulier, puisqu'on est à un moment où tous les impératifs liés à la situation sanitaire reconfigurent avec les outils numériques nos manières de concevoir nos relations à la fois professionnelles, affectives, mais aussi nos solitudes. Et pourtant, les proches, ça m'évoque en ce moment autre chose en fait que des personnes. Les proches m'évoquent les infrastructures, les systèmes, les dispositifs, les appareils, les logiciels, les interfaces, mais aussi les travailleurs et les travailleuses qui nous permettent de garder, d'entretenir des formes de proximité modifiées avec d'autres personnes. Et ce qui me semble très fort en ce moment, ce sont justement ces médiations qui permettent et qui en même temps informent, façonnent nos relations à des proches. Et il me semble important de remettre en avant ces médiations, quitte à distendre peut-être la proximité. Alors pour apporter des éléments de réponse, on pourrait commencer par reprendre certaines des intuitions du théoricien des médias canadien Marshall McLuhan, qu'il avançait dans son ouvrage Pour comprendre les médias. Alors pour McLuhan, les médias sont comme des prolongements, il dit aussi des extensions de nos sens, de nos organes et de leurs facultés. Donc les médias sont notre milieu et ils nous sont donc tellement proches, cette proximité est tellement grande que nous y sommes en fait aveugles. Et McLuhan, dans un des chapitres de ce livre, qu'il intitulait Narcisse la narcose, convoquait le mythe de Narcisse parce qu'il était pour lui la meilleure manière en fait d'illustrer notre rapport aux technologies. Alors Narcisse, donc pour résumer très rapidement, mais voit son reflet dans l'eau, il le prend donc pour une autre personne et il s'éprend de cette personne. Et de la même manière, nous dit Marshall McLuhan, les hommes et les femmes sont fascinés par des extensions d'eux-mêmes faites d'un autre matériau qu'eux. Et donc on pourrait dire qu'au lieu de voir nos outils numériques pour ce qu'ils sont, comme des prolongements, des extensions de nous-mêmes, nous croyons voir directement, sans médiation, d'autres personnes. Alors pour exprimer aussi à quel point il nous est difficile finalement de saisir les contours de ces médiations, de ces prolongements ou de ces extensions, McLuhan utilisait aussi bien volontiers un vocabulaire médical qui lui servait à décrire notre rapport à nos médias en termes, par exemple, d'auto-amputation ou encore d'inflammation. Et pour décrire cette proximité avec nos médias, McLuhan utilisait aussi une autre figure qui était celle du massage. Alors l'ouvrage qu'il a composé après pour comprendre les médias reprenait sa formule célèbre « le médium, c'est le message », mais en la déplaçant. Et il l'a déplacée en conservant une faute typographique que McLuhan donc trouvait tout à fait éclairante, ce qui donnait la formule suivante « le médium, c'est le massage ». Alors avec ce massage qui concerne tout le corps et pas seulement les yeux et un ou deux doigts, nos médias entretiennent avec nous une proximité tactile très forte et opèrent une reconfiguration de tout notre champ sensible. Ce massage, nous ne le percevons pas forcément quand nous reléguons nos médias au statut d'outils qui nous permettraient simplement de rester en contact avec des proches. Alors pour saisir encore autrement les contours de ces médiations, nous pouvons aussi faire appel alors au philosophe et théoricien des médias d'origine tchécoslovaque, Wilhelm Flusser. Alors dans un ouvrage qui s'appelait donc La civilisation des médias, Flusser faisait l'analyse et la critique de ce qu'il appelait la société d'information télématique. Et par télématique, il fallait entendre la technique de rapprochement automatique du lointain. Donc la télématique, expliquait Flusser, c'est aussi la technique grâce à laquelle nous nous rapprochons les uns des autres, les unes des autres, sans être obligés pour cela de faire d'efforts. Et il citait en exemple le téléphone, le terminal d'ordinateur ou encore le fax. Alors le sans effort, il n'est sans doute pas tout à fait juste, parce qu'on pourrait dire que manier tous ces différents modes de présence médiatisés, se fondre dans les cadres prédéfinis d'une interface, ça ne se fait pas sans aucun effort. Mais en relisant Flusser aujourd'hui, force est de constater que nous sommes toujours pris dans cette société d'information télématique. Notre environnement numérique, par exemple, les applications, les réseaux sociaux, continue encore aujourd'hui de rapprocher
automatiquement le lointain, mais aussi de plus en plus le proche, avec par exemple les applications de livraison ou encore les applications de rencontres. Donc la télématique, pour Flusser, elle transformait la façon dont on pouvait penser le soi et la proximité. Parce que il voyait dans la télématique une technique qui abolissait automatiquement le soi au profit d'une réalisation intersubjective. Et nos médiations numériques feraient de nous des nœuds relationnels, pour reprendre les termes de Flusser, qui ne se réalisent que dans le rapport aux autres, ce qui reconfigure complètement la notion de proximité. La proximité, dans ce cadre-là, elle n'est plus à comprendre selon une quelconque distance dans l'espace ou dans le temps, mais elle dépend bien plutôt du nombre et aussi de l'intensité des relations entre les uns et les autres. Et dans nos milieux numériques, la proximité, elle irait donc aujourd'hui de pair avec une augmentation, une multiplication, une intensification aussi de la circulation des informations, des interpellations et des réponses entre des personnes. Alors cette manière de penser la proximité, elle prend chez Flusser une forme tout à fait différente dans un autre ouvrage qui s'intitulait Vampirototis Infernalis. Donc l'ouvrage se présente dans la tradition de l'écrit biologique comme la description d'un céphalopode qui vit dans les profondeurs des océans, donc dans la profondeur des abysses. Et Flusser, dans les livres, commence par présenter le vampire comme une ligne d'évolution totalement opposée à celle des humains. Et puis, au fur et à mesure donc du livre, il apparaît que ce vampire est une autre manière, en fait, de penser cette société télématique qu'analysait Flusser dans la civilisation des médias, une autre manière d'analyser la reconfiguration de la proximité, la reconfiguration du soi, mais cette fois en proposant une fiction et en faisant aussi disparaître les appareils, les écrans, les programmes, les fax, les terminaux d'ordinateur. Et le vampire donne à voir ce réseau intersubjectif où se réalisent réciproquement des entités à travers des échanges d'impressions. Et la proximité qui se construit dans ce réseau intersubjectif, où ces vampires des abysses s'échangent des émissions bioluminescentes éphémères pour partager entre eux donc leur choc subjectif, elle est tout à fait ambivalente. Parce que si tout récepteur est à la fois un émetteur et donc peut lui aussi proposer un contenu, les échanges qui ont lieu entre les vampires s'apparentent, nous dit Flusser, à un viol des cerveaux, où un vampire imprimerait directement ses impressions sur un autre vampire. Donc cette proximité est tout à fait ambivalente dans le texte de Flusser. Alors il y aurait peut-être encore une autre manière finalement de réfléchir aux différentes manières dont les médiations techniques nous sont proches. Il s'agirait plutôt maintenant de penser une proximité depuis un point de vue différent qui redistribue plus profondément les places et les compétences qui leur sont liées. Alors c'est l'idée que propose la théoricienne de la littérature et théoricienne des humanités numériques américaine Katherine Ailes dans son ouvrage Unthought, The Power of the Cognitive Non-Conscious. Et dans cet ouvrage, elle développe le projet d'une écologie cognitive planétaire qui engage à repenser ce dont nous sommes proches et ce que nous côtoyons. Alors selon Katherine Ailes, nous devons aujourd'hui penser une écologie numérique dans laquelle nous baignons au contact de programmes, au contact d'interfaces, au contact d'applications, mais aussi de processeurs, de serveurs et de centres de données. Et dans notre situation actuelle, et plus encore avec le rôle prépondérant du numérique dans la crise sanitaire, chercher à distinguer l'humain des médiations techniques de manière hiérarchique, en décrétant par exemple que la capacité de jugement, la capacité de décision, la conscience de soi sont des éléments qui distinguent l'humain des médiations techniques et le situent en haut d'une pyramide cognitive, ce serait une erreur. Et une erreur qui nous empêche pour Katherine Ailes de penser pleinement la proximité qui est maintenant à l'œuvre. Et pour y remédier, il faudrait plutôt se penser de manière horizontale au sein d'une écologie numérique. Et Katherine Ailes fait l'hypothèse que pour penser de la manière la plus juste possible notre environnement numérique et ce dont nous sommes véritablement proches, il faut distinguer entre l'intelligence et la cognition. Alors l'intelligence, ce serait la capacité à formuler et à manipuler des concepts abstraits avec des compétences linguistiques. Mais la cognition, ce serait donc un ensemble de processus plus larges que partagent des formes de vie biologiques et des systèmes techniques. Alors ces processus de cognition dépendent de la situation donc, qu'on occupe dans un milieu et ils permettent de recevoir des informations de ce milieu, de cet environnement, et ensuite de s'y adapter. Alors Katherine Ailes emprunte cette notion de cognition à la
à la biologie cognitive, et elle cherche ensuite à l'étendre au système technique. Et à partir de cette définition de la cognition, quand nous discutons en ce moment avec des proches par le biais de médiation technique, donc comme des interfaces, des applications, des réseaux sociaux, nous sommes pris, nous participons à une cognition distribuée que partagent à la fois des êtres vivants et des systèmes techniques. Alors pour Catherine Hayles, il est absolument essentiel aujourd'hui de penser cette forme-là de proximité et de penser cette forme d'horizontalité et de développer une écologie cognitive qui permet de penser ensemble, qui permet de penser la proximité des agents technologiques et des agents humains qui opèrent dans des assemblages cognitifs. Donc nous devons, selon elle, accepter d'élargir ce que nous appelons la cognition au-delà de la pensée, au-delà de la conscience, et sans parler immédiatement d'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle est souvent pensée sur un modèle anthropomorphique. Or, la proximité qui se joue là, ce n'est pas une ressemblance anthropomorphe. Et dans nos actes les plus quotidiens, comme par exemple allumer son téléphone portable, nous sommes déjà intégrés dans des assemblages qui sont dotés d'une cognition non consciente qui inclut par exemple les antennes, les réseaux des infrastructures ou encore les câbles de fibre optique. Et avec aujourd'hui la multiplication des objets connectés, des espaces de stockage, des algorithmes de traitement de données, les communications relient de plus en plus des appareils connectés entre eux plutôt que des humains et des appareils. Et l'écologie cognitive nous permet peut-être de mieux comprendre que nous sommes autant proches de ces assemblages techniques que des personnes avec qui nous communiquons. Alors, toute cette réflexion sur les proches et sur les médiations techniques et aujourd'hui numériques, c'est quelque chose que j'expérimente aussi à travers une autre forme d'écriture. Alors, non plus l'écriture de la théorie des médias, mais une écriture de fiction que je pratique aussi en même temps et à côté. Et les 6 récits de fiction que j'ai publiés aux éditions POL sont chacun à leur manière en lien étroit avec les questions que peut soulever la théorie des médias. Et ce sont des récits qui interrogent tous notre rapport aux images médiatiques et à notre environnement numérique et qui interrogent les degrés de proximité qui en découlent à chaque fois. Alors les personnages de ces récits sont le plus souvent par exemple en contact avec des écrans, alors que ce soit les écrans de surveillance dans Holly Lewis, ou bien des écrans où sont retransmis les matchs de football dans Mister, les écrans des jeux vidéo dans Neko Café, ou encore les écrans des smartphones et des ordinateurs dans Walla Walla. Alors c'est sans doute dans Walla Walla que l'influence de la théorie des médias et toutes ces questions s'est fait sentir avec le plus de force. Alors c'est un récit qui se situe dans une petite ville des États-Unis, dans un voisinage au sein d'histoires de famille. Et chaque personnage est construit selon le média qu'il utilise. Donc il y a un personnage féminin collectif, des tantes, qui est un personnage qui est construit selon les câbles de téléphone et la radio. Matt et Lauren, 2 autres personnages qui sont façonnés à partir des réseaux sociaux, des plateformes de partage d'images comme Instagram et du geste du scrolling. Et Janet, un autre personnage, est conçu selon les incrustations sur fond vert de la télévision. Et les psychologies de tous ces personnages naissent après coup, en quelque sorte. Elles sont l'écho de leur rapport à un média et du degré de proximité que ce média construit par rapport aux autres, par rapport aux événements et par rapport à eux-mêmes. Et Walla Walla était également l'occasion de mettre en scène une application fictive, alors appelée le Psychotech, qui propose un coaching de psychanalyse, un coaching bien-être et des séances de méditation en permettant de reconstituer des scènes vécues et de s'y déplacer et d'interagir avec des objets. Alors ce Psychotech, c'était une manière de traiter certains personnages d'un point de vue non psychologique et plutôt d'un point de vue plastique, en décrivant les images de synthèse, les glitches et les bugs que produisait cette application. Et il me semble que quand la fiction explore notre proximité avec les médiations techniques, cette proximité, elle n'est pas seulement un thème, mais elle devient un enjeu formel qui va déterminer le type de récit, là en l'occurrence un récit minimal, et qui va déterminer aussi la façon de construire les personnages, et qui détermine aussi le type d'écriture. Et là, une écriture que j'ai cherché à rendre à la fois distante et dense pour restituer donc ce massage des médias.
Et les médiations techniques deviennent là peut-être un enjeu pour expérimenter la manière de construire en littérature les personnages, les modes de récit et aussi la plasticité de la langue.